Bon, il est temps d'être un peu sérieux, il faut que je tacle cette pile à lire, et pour ça, j'ai décidé de commencer un week-end à 1000 pages. Évidemment, moi et les maths, c'est pas du tout ça, donc je me suis fait aider d'un ordinateur. J'ai une quarantaine de livres dans ma palle, et du coup, l'idée c'était de savoir quelle combinaison me permettrait d'arriver à 1000 pages, pas une de plus, pas une de moins. Et je suis ravie de vous annoncer que ces combinaisons existent. J'ai eu plusieurs propositions, mais je me suis concentrée sur celle qui me permettrait d'enlever le plus de livres de cette pile à lire. Et du coup, voici les heureux élus. Donc on voit que c'est des formats assez courts, mine de rien. Il y a vraiment... je crois que le plus gros fait 300 pages. Et sinon, c'est entre 80 et 120 pages. Ça me va très bien. Ça va me permettre d'avancer vraiment beaucoup. Ça va faire un sacré tri physique, puisque du coup, mon étagère va pouvoir rétrécir rapidement. J'ai pris des formats assez différents. Il y a de la non-fiction, de la fiction, il y a des nouvelles, et il y a même un roman. Du coup, on va commencer là-dessus. Je vais entamer ma première lecture et je vous retrouve juste après. Je viens de terminer ma première lecture, donc 101 pages, et c'est Sei Shonagon, chose qui rend heureux. C'est traduit du japonais par André Beaujard. Et alors, pour vous expliquer un petit peu, Sei Shonagon, en fait, c'est une femme qui faisait partie de la cour impériale dans les années 900 quelque chose, donc au Xe siècle. Et en fait, elle a écrit ce qu'on appelle les notes de chevet, qui est du coup très très connu. Et elle était en compétition avec une autre femme qui a écrit le Di du Genji, qui est très connue aussi, et l'autrice du Di du Genji, c'est Murasaki Shikibu. Et en fait, c'est du coup des écrits qui ont vraiment traversé les âges, parce que la littérature à cette époque était plutôt quelque chose réservé aux femmes. Et en fait, les notes de chevet, c'est un livre qui est assez dodu. Et j'avoue que ça me faisait un peu peur. Et quand j'ai vu qu'il existait cette petite édition vraiment très courte de 101 pages qui a été récoltée par Corinne Atlan, pardon, je me suis dit c'est une manière de tenter sans forcément s'investir sur un gros truc. Et j'ai très bien fait. C'était vraiment très chouette. C'est des petits instantanés de la vie à la cour, donc avec par exemple des listes de choses qui rendent heureux, des listes de choses improbables, des listes de choses qui sont détestables, avec aussi des petits instants de vie où Sei Shonagon va raconter une anecdote de quelque chose qui s'est passé à la cour. Et en fait, c'est vraiment... j'ai beaucoup aimé. On comprend pas forcément tout parce que c'est inscrit dans une culture qui est quand même très vieille, des pratiques et des traditions qu'on ne connaît plus aujourd'hui. Mais il y a des choses qui sont assez immuables, qui traversent les âges, comme l'éclosion de certaines fleurs de cerisier, ou le chant d'un oiseau, ou l'élégance d'une calligraphie, ce genre de choses, des choses qui peuvent encore émouvoir aujourd'hui. J'ai trouvé ça très moderne aussi parce que Sei Shonagon passe son temps à trouver les hommes détestables, donc j'étais yes girl. Elle avait l'air d'avoir une vie assez remplie. Parfois c'est mélancolique, parfois c'est un peu pourri gâté parce que bon, c'est une femme de la cour et je pense qu'il y a des choses qui sont un peu plus faciles pour elle que quand on est une femme paysanne à cette époque-là. Mais il y a beaucoup de petits instantanés, c'est vraiment très sympa. Et du coup, moi, ça me donne presque envie de lire le manuscrit en entier, en fait, des notes de chevet. Je m'attendais pas à ce que ça me plaise autant, mais vraiment, c'était une bonne lecture. Maintenant, je vais aller sortir Jaya. Je vais pas filmer parce qu'il commence à faire un peu nuit et du coup, je pense que ça vaudra pas trop l'intérêt.
Mais du coup, je vais aller sortir Jaya et faire à manger et puis attaquer la suite de mes lectures. J'avais commencé à vous filmer la préparation du repas et le repas, sauf que moment vulnérabilité avec mes troubles du comportement alimentaire, c'est un peu compliqué en fait, et du coup, je vais pas faire ça. Donc ce sera un vlog où je ne vous montrerai pas ce que je vais faire à manger, ce que je mange, mais je mange, vous inquiétez pas. Et du coup, donc je me suis penchée sur la prochaine lecture. Donc là, j'ai bien mangé, j'ai regardé quelques vidéos YouTube pour faire passer le temps. J'ai rempli mon carnet pendant la préparation du repas et du coup là maintenant je vais entamer ma deuxième lecture et j'avais envie de rester un petit peu sur la même ligne éditoriale que le premier. Donc le premier c'était Choses qui rendent heureux et là ça va être Bonheur clandestin de Clarice Lispector. C'est une autrice brésilienne dont j'ai pas mal entendu parler. Elle m'intrigue beaucoup mais ses ouvrages sont pas faciles à trouver. C'est assez compliqué de les trouver en français et là en fait j'étais tombée sur ce recueil de nouvelles chez Gibert Occasion et du coup j'ai sauté sur l'occasion parce qu'en plus je viens de faire une rime incroyable parce qu'en plus les recueils de nouvelles ça permet aussi d'avoir des petits aperçus on va dire de la plume d'un auteur ou d'une autrice. Du coup voilà, donc je me lance là-dessus et puis on va voir ce que ça donne. Bon, je me suis mise dans un endroit un peu plus confortable pour vous parler d'un Bonheur clandestin de Clarice Lispector que je viens de terminer. Il y a plusieurs traducteurs, il y a Jacques et Teresa Thierriot, Claudia Poncioni et Didier Lamaison, puisque du coup il s'agit d'un recueil de nouvelles avec 13 nouvelles différentes. Mon avis à chaud, alors c'est assez particulier parce que d'un certain côté, elle a écrit des nouvelles qui sont très simples, presque simplistes entre guillemets. Ça parle de choses très très banales et il n'y a pas vraiment de grands renversements, il n'y a pas de chute incroyable, il n'y a pas de rebondissement impressionnant. Mais en fait, l'intelligence de l'autrice se cache vraiment dans cette simplicité parce que du coup, elle va parler de choses qui peuvent résonner en chacun et chacune de nous. Et elle a une manière de parler de ça, enfin, je sais pas comment vous dire, j'ai l'impression qu'en fait, ça cache des profondeurs, plusieurs couches, et que on peut tomber dedans, un peu comme Alice qui tombe dans le terrier du lapin. À partir du moment où on commence à réfléchir à un des aspects de la nouvelle, on commence à avoir d'autres couches qui se superposent, enfin, je saurais pas vraiment vous expliquer, j'ai l'impression de parler de quelque chose de complètement ésotérique. Mais non, c'était vraiment très intéressant. Alors, j'ai pas accroché à toutes les nouvelles. Il y en a certaines qui m'ont vraiment pas plu. Voilà, elles m'ont vraiment pas marqué. Mais il y a une manière d'aborder la spiritualité. Pas la spiritualité forcément uniquement religieuse, mais la spiritualité dans le sens le moi intérieur. Il y a une manière de... Ouais, je sais pas, d'investir ces personnages, d'investir les situations dont elles parlent. Il y a des choses qui sont très très fortes et en fait ça nous prend un peu de cours au fur et à mesure de la lecture. Les nouvelles elles font 3-4 pages grand maximum et je suis encore assez subjuguée par la facilité que l'autrice a de nous faire vraiment basculer en fait dans une sorte de réflexion, dans quelque chose qui parle à quelque chose au fond de nous. Enfin, j'ai très peu de mots pour décrire ce que j'ai ressenti à cette lecture. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai très envie de découvrir l'autrice sur des ouvrages un peu plus importants, un peu plus dodus, comme j'aime bien le dire, parce que je me demande ce que ça peut donner. Je pense qu'il peut y avoir ce travers de partir dans quelque chose de très spirituel, nébuleux, qui aurait tendance à me perdre, mais la poésie de cette plume et de cette... Enfin,
ça se cache dans la simplicité en fait de ce qu'elle raconte, et je me demande si ça peut être encore plus fort sur un format un peu plus long ou pas. Mais du coup voilà, honnêtement je m'attendais pas à ça. J'avais commencé à le lire il y a quelques temps et j'avais abandonné parce que je trouvais que voilà, ça bougeait pas assez pour moi. Je pense que du coup je l'ai probablement lu au bon moment. Mais ouais, je suis assez étonnée. Et du coup, bah, n'hésitez pas à vous lancer si c'est quelque chose qui vous intrigue. Je peux pas vous promettre que vous apprécierez le voyage. J'ai l'impression que c'est quelque chose... Enfin, c'est le genre d'écrit qui soit nous touche, soit nous laisse complètement indifférents. Mais si jamais vous vous lancez ou si vous vous êtes déjà lancé, n'hésitez pas à me dire en commentaire le rapport que vous avez avec cette autrice parce que j'avoue que je suis quand même pas mal intéressée. Et du coup voilà. Donc c'était mon deuxième livre et il culmine à 119 pages. Et maintenant, on va un petit peu réfléchir avec la prochaine lecture. C'est Against White Feminism de Rafia Zakaria. C'est écrit en anglais, il me semble que ça n'a pas été traduit en français. C'est un essai qui fait 177 pages et je pense que je vais prendre une claque. Donc je vais commencer tout de suite. Alors, je suis arrivée à la moitié. Je vais pas vous mentir, je me suis endormie tout à l'heure au soleil. Mes copines savent que c'est quelque chose de récurrent, donc il faut pas s'inquiéter. Mais du coup, je me suis endormie et en fait, quand je me suis réveillée, bon, évidemment, j'étais un petit peu à l'ouest. J'ai fait à manger, j'ai sorti Jaya. Et du coup, je me suis posée un peu devant des vidéos YouTube pour essayer aussi de me redonner un peu de motivation. Et du coup, là, ça y est, je suis motivée. Je vais le reprendre. C'est vraiment très bien. Comme je l'avais prévu, c'est percutant. Il y a des choses que je savais pas. Il y a des choses que je savais un peu. Il y a des choses qui m'étonnent pas du tout. D'autres qui me mettent quand même énormément en colère. Et je pense quand même que c'était pas le meilleur format pour un week-end de 1000 pages. Donc si vous voulez vous lancer, évitez peut-être des non-fictions qui sont assez exigeantes. Je pense que j'aurais préféré prendre mon temps sur celui-ci. J'ai l'impression d'un peu me précipiter pour pouvoir rentrer dans les temps en fait sur mes objectifs. Mais du coup c'est peut-être un peu dommage. J'aurais aimé prendre mon temps. Après, ça veut pas dire que je lis en diagonale non plus. J'arrive à retenir ce qui est dit. Des choses très intéressantes auxquelles j'avais jamais pensé. Donc voilà, merci pour les travaux. Et du coup, voilà. Donc je continue. J'espère le finir ce soir. Là, il est 21h15 à l'heure où je vous parle. Donc j'aimerais bien le finir ce soir. Comme ça, au moins, c'est fait. Et je peux m'attaquer aux autres qui seront, je pense, plus faciles à lire. Du coup, sans plus attendre, je m'y mets. Je viens de le terminer. Il est 23h55, donc je vais pas vous en parler tout de suite. On va attendre demain. Mais du coup, je l'ai terminé. C'était vachement intéressant. J'ai pas mal de choses à dire. Donc, moi, je vous retrouve demain, mais vous me retrouvez dans quelques secondes. On est le lendemain et je vais pouvoir vous parler de Against White Feminism de Rafia Zakaria. Rafia Zakaria, c'est une militante féministe et avocate d'origine pakistanaise qui a émigré aux États-Unis et qui est de religion musulmane. Et donc dans ce livre, en fait, elle va parler du white feminism et elle va essayer de cadrer ce que c'est, de montrer un peu quel dommage il peut faire aux personnes perçues comme racisées. Et du coup, elle commence son disclaimer, enfin son premier chapitre avec son introduction qui dit que c'est pas parce que vous êtes une femme blanche et féministe que vous êtes forcément une white femme. Ce qui du coup est très gentil de sa part parce qu'il n'y a pas besoin de nous materner autant, mais j'ai trouvé ça assez intéressant qu'elle précise que c'est pas une histoire d'être blanche ou pas, c'est surtout une histoire de savoir si on arrive à voir nos privilèges et si on essaye d'imposer un discours dominant blanc sur le féminisme ou si au contraire on est là pour l'écoute, pour l'échange, le partage et pour la lutte commune.
Et du coup, elle va mener en fait son essai avec plusieurs exemples qui sont assez pertinents. Donc elle va parler notamment des mouvements féministes historiques, notamment aux États-Unis, qui ont rapidement exclu les femmes noires. Elle va parler aussi du féminisme et la guerre. Ça, je m'y attendais pas et en fait, j'ai trouvé ça ultra pertinent. Elle va parler notamment des femmes qui... En fait, le but des white femmes, c'est d'être l'égal des hommes blancs. Du coup, c'est vraiment d'avoir exactement les mêmes droits. Et pour cela, il peut y avoir par exemple des femmes qui s'investissent, enfin qui s'inscrivent à l'armée dans le but de montrer que les femmes peuvent faire autant que les hommes. Et du coup, c'est des femmes qui vont aller aussi loin dans les exactions de guerre. Donc, par exemple, en Afghanistan, il y a des récits de femmes soldates qui ont du coup été sur le terrain, qui ont participé aux tortures, des femmes de la CIA aussi qui ont fait ça. Et en fait, l'idée de la femme blanche, c'est vraiment de montrer qu'elle est au même niveau que l'homme blanc, quitte à faire souffrir d'autres femmes perçues comme racisées, parce que son but, c'est vraiment pas la communauté, c'est vraiment pas la solidarité, c'est d'avoir les mêmes droits que la personne qui a le plus de privilèges dans ce monde, c'est-à-dire l'homme cis blanc hétéro. Et du coup, donc ça, c'était un reflet que j'ai trouvé assez intéressant. Ça montrait aussi à quel point les guerres oublient le sort des femmes. En Afghanistan, ça a été une guerre qui avait fait énormément de morts civiles, qui a encore des impacts aujourd'hui sur l'économie, sur la manière qu'ont ces femmes en fait de pouvoir se libérer. Ça a été aussi une idée de il faut absolument qu'on libère ces femmes, ces pauvres femmes du joug des talibans, et effectivement c'était le cas, mais en fait il y avait aussi une résilience à l'intérieur de ces régimes, et c'est complètement balayé. Ça met en fait les personnes perçues comme racisées dans une position de victime perpétuelle. Ça empêche de voir que le combat féministe, il n'est pas uniquement dans la révolte, il peut être aussi dans la résilience, il peut être aussi dans les petites solidarités, la communauté qui se forme autour de ces régimes très durs. Et j'ai trouvé ça très intéressant parce que ça rappelle un petit peu que c'est pas parce qu'on pense qu'on va bien faire les choses qu'on les fait forcément bien. Le discours en fait majoritaire dans cet essai, c'est il faut écouter la parole des personnes concernées. Ça on le dit régulièrement, mais je pense que c'est ultra important de s'en rendre compte. C'est pas les solutions qu'on trouve dans nos bureaux, dans nos univers occidentaux blindés de privilèges que... Je recommence. Et ça, je trouve ça vachement pertinent parce que c'est pas parce qu'on imagine des solutions, nous, de notre côté, avec notre société, celle dans laquelle on évolue, que ça va forcément s'appliquer à des femmes qui vivent dans une autre partie du monde, qui vivent d'autres défis au quotidien. Et c'est justement, en fait, il faut aller vers ces femmes, leur demander ce dont elles ont besoin et essayer de faire en sorte de leur apporter ce dont elles ont besoin. C'est ça le vrai féminisme, c'est ça la vraie solidarité. Il y a pas mal de choses aussi sur, par exemple, l'empowerment qui aujourd'hui est quelque chose de super capitaliste et individualiste, alors qu'à la base c'était une théorisation de la part de femmes indiennes qui disaient qu'en fait il fallait que le pouvoir soit redonné aux gens... aux femmes qui sont au premier plan des violences sexistes et sexuelles. Et l'idée, c'était de justement former une communauté, faire en sorte que ce soit elle qui ait la parole pour justement donner du pouvoir et faire en sorte de changer les choses. Aujourd'hui, l'empowerment, c'est je suis une femme, girl boss, je fais en sorte d'être fidèle à moi-même, je me bats au même titre qu'un homme, et en fait... ça a complètement vidé de son sens l'idée de l'empowerment, mais c'est le cas de pas mal de choses. C'est le cas de MeToo aussi, qui à la base a été lancé par une femme perçue comme racisée, une femme noire si je dis pas de bêtises, et qui a été récupérée ensuite et qui a été un petit peu vidée de sa substance. Et c'est le cas de beaucoup de combats féministes qui sont d'abord théorisés par des femmes perçues comme racisées, qui sont récupérées par les femmes blanches, vidées de leur substance, et en fait on en fait complètement autre chose. Et le problème, c'est que ça va venir exclure les femmes perçues comme racisées qui ne se reconnaissent plus dans le féminisme et qui, du coup, ne veulent plus en faire partie.
Et en fait, c'est un cercle vicieux parce que du coup, les femmes blanches pensent que c'est les seules à faire à porter le combat. Et bref, c'est blindé de références super intéressantes, de réflexions très intéressantes. Ça parle aussi, par exemple, de la sexualité, la liberté de disposer de son corps. Ça va parler du white saviorism, donc en fait c'est l'idée de, en tant que personne blanche, penser qu'on va sauver les personnes perçues comme racisées. C'est plein de choses, c'est vraiment très intéressant. J'ai trouvé que c'était très fidèle, très factuel, et en même temps c'est pas alarmiste non plus. Enfin, il y a des fois où je suis un peu en mode... ça me dépite. Il y a des choses, on en apprend tous les jours sur les violences, notamment le fait que, par exemple, le service d'immigration aux États-Unis, ICE, dont vous avez sûrement entendu parler l'année dernière, puisque avec Trump, ça a été vraiment très renforcé, et ils ont fait des choses de plus en plus horribles. Et bah, sachez que sous le premier mandat de Trump, ils ont imposé des hystérectomies à des femmes migrantes sans jamais les prévenir pourquoi. Sans jamais leur dire ce qu'ils allaient faire, sans jamais traduire les actes médicaux. Il les amenait à l'hôpital, il les opérait, puis il les relâchait comme ça. Et ça, en fait, c'est un contrôle du corps qui n'est pas uniquement cantonné aux États-Unis. On l'a eu aussi dans les colonies françaises, je préfère le préciser. Donc, si vous commencez à vous intéresser à ça, c'est vraiment... c'est poignant et ça fait mal. Et du coup, voilà, donc c'est un récit qui est parsemé de ce genre d'explications, qui va expliquer aussi la vision de Rafia Zakaria dans ces milieux féministes, de comment elle a été prise pour un token à plusieurs reprises, de comment elle a été humiliée, même par des organisations qui se disent féministes et qui pensaient faire bien les choses. Et du coup, elle invite en fait tout le monde à ouvrir le dialogue, donc les personnes blanches à checker leurs privilèges, à comprendre qu'elles ne sont pas le centre du récit, à comprendre que les expériences qu'elles vivent ne sont pas les mêmes que celles des personnes perçues comme racisées, qu'il peut y avoir aussi un espèce d'aveuglement dans le sens où les personnes blanches vont penser qu'elles sont épargnées par certaines violences sexistes et sexuelles, alors qu'en fait non, pas du tout. Mais comme elles cachent ces violences sous un prisme raciste, donc les crimes d'honneur par exemple, ou la misogynie supposée des hommes musulmans, elles vont en fait venir s'aveugler sur la propre misogynie qu'elles subissent et les propres violences sexistes et sexuelles qu'elles subissent au quotidien de la part d'hommes blancs. Donc voilà, il y a pas mal de choses. Et dans sa conclusion, Rafia Zakaria invite du coup les féministes blanches à faire un peu d'introspection, savoir est-ce qu'elles sont sincères dans leur envie d'aider, est-ce qu'elles ont envie d'imposer leurs privilèges, leur vision du féminisme, ou est-ce qu'elles sont ouvertes à la discussion. Et elle invite aussi les femmes perçues comme racisées à ne pas automatiquement placer les femmes blanches dans la catégorie white femme, même si c'est difficile parce que à force d'avoir subi des traumas, à force d'avoir subi des discriminations, vous avez plus envie de faire confiance, ce que je comprends totalement. Je suis misandre, donc... voilà, mais du coup l'idée c'est vraiment de se réunir autour de cette cause du féminisme, de l'égalité pour toutes, d'éviter d'en faire l'agenda de certains et certaines personnes, parce que voilà, je pense qu'on peut s'épanouir autrement qu'en étant l'égal des hommes blancs, et l'idée c'est vraiment d'ouvrir le féminisme en fait. Et bref, j'en ai parlé beaucoup trop longuement, c'est un sujet qui me passionne, vous vous en doutez sans doute, et bref, j'en ai parlé vraiment longuement, je suis passionnée par le sujet comme vous avez pu le constater, donc je vais essayer de m'arrêter là. Je suis très déçue que ce soit pas traduit en français puisque pour moi c'est un texte qui est d'une importance capitale, mais je comprends aussi que, disons que je veux pas que ce soit traduit pour être traduit, j'aimerais que ce soit traduit de la bonne manière. Donc parfois je préfère que ce soit pas traduit plutôt que ce soit mal traduit. Est-ce que c'est très clair? Je ne sais pas. Mais du coup voilà, honnêtement la langue est assez accessible. Si vous avez l'habitude de lire en anglais, ça devrait aller. Si vous n'avez pas l'habitude, ça peut être un peu plus complexe puisque c'est quand même c'est du vocabulaire qui est un peu plus théorique entre guillemets, même si Rafia Zakaria est très accessible, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc voilà, c'était vraiment une très chouette lecture. Et il me reste du coup pas trop de temps pour enchaîner avec le reste.
Là, je vais vous expliquer. En fait, j'ai un mois de mars ultra intense et ce week-end, je devais faire des choses. Ça s'est annulé entre-temps, mais bon, je le savais pas. Du coup, j'ai décidé de prendre les 2 seuls jours de libre que j'avais pour faire ce week-end à 1000 pages. Du coup, j'ai commencé mercredi soir. Là, on est vendredi midi. Et du coup, je vais continuer jusqu'à ce soir. Donc je vais pas m'arrêter à l'heure où j'ai commencé pile poil mercredi parce que le week-end, je considère que, enfin moi pour moi le week-end, il commence un vendredi soir et il se termine le dimanche soir quand je me couche. Et du coup là pour moi, c'est pas terminé tant que je suis pas couchée. Et du coup j'espère que ça va m'aider parce qu'il me reste quand même 4 titres, dont un qui fait 300 pages. Donc j'ai un peu peur, je suis pas sûre que je vais y arriver. Donc je vais essayer de lock in, comme on dit. Je vais essayer de foncer et de m'y mettre. Et puis je vous retrouve juste après ma prochaine lecture. J'arrive à mi-parcours, je viens de dépasser les 500 pages grâce à La Veuve de Barbe Bleue d'Adé Iriez. C'est une novella qui prend place à la fin du conte de Barbe Bleue. Donc qu'est-ce qu'il se passe quand Barbe Bleue est mort? Et on va suivre du coup Marie qui se retrouve dans cette grande maison avec des domestiques qui veulent pas trop lui obéir et des événements étranges qui se passent petit à petit, des personnes qui apparaissent, des spectres, des objets qui disparaissent, des portes qui se referment, des labyrinthes qui se matérialisent. Et j'ai beaucoup aimé. C'est une novella, c'est pas très long, mais c'est plutôt bien écrit, l'ambiance est vraiment très chouette. J'avoue que je m'attendais pas à cette fin. Je suis assez surprise, mais je suis surprise dans le bon sens du terme. J'ai trouvé ça... Non, j'ai trouvé ça... C'est un conte macabre que j'ai bien aimé. Malheureusement, il est difficile de le retrouver aujourd'hui puisque Magic Mirror Edition a fermé ses portes au 31 décembre 2025. Donc votre seule occasion, je pense, de pouvoir trouver ce texte sera plutôt en occasion ou en seconde main. Et du coup voilà. Donc je vous en parle, même si ça va être un livre un petit peu difficile à vous procurer. Mais c'était vraiment très chouette. Je suis contente d'avoir sauté le pas, d'avoir cet exemplaire avant la fermeture de la maison. Et je suivrai de près les autres écrits de l'autrice puisque je trouve qu'elle a un univers qui me parle. Un univers assez sombre, assez un peu particulier, original, et je pense que c'est une autrice à suivre, donc ouvrez l'œil. J'enchaîne avec une autre non-fiction qui sera Réparons la ville de Christine Lecomte et Sylvain Grisot. C'est un court texte sur les nouveaux défis que doivent relever les villes, notamment au niveau écologique. Du coup, je le lis et puis je reviens vers vous. Bon, j'ai terminé Réparons la ville de Christine Lecomte et Sylvain Grisot, qui sont 2 architectes qui parlent du coup des nouveaux objectifs de la ville à partir de 2020. C'est un texte qui a été écrit en 2020, donc à la suite des confinements, puisqu'a priori ça a été la bascule pour beaucoup de monde sur notamment le fait de vivre en ville. Et du coup, il propose plusieurs choses, notamment le fait d'arrêter de faire tourner la ville autour de la voiture, le fait de végétaliser, le fait d'inclure les citoyens et les citoyennes dans les décisions d'urbanisme, les architectes font face à un énorme changement dans leur métier, puisqu'ils vont devoir justement inclure de plus en plus les citoyens et les citoyennes. Ça parle aussi du fait que l'explosion des bâtiments, enfin il y a une explosion des bâtiments neufs qui est très très dommageable écologiquement puisqu'ils sont majoritairement faits de béton et le béton est composé de sable, sauf que le sable du désert n'est
n'est pas bon pour la construction. Il faut du sable marin ou du sable de carrière. Et du coup, là, on est en train de vraiment complètement détruire des littoraux entiers à cause de ça. Et a priori, la construction d'un bâtiment neuf serait beaucoup plus dommageable qu'une réhabilitation. Mais c'est la solution de facilité parce que la réhabilitation ne permet pas d'avoir des processus, on va dire, automatisés, comme un petit peu une taylorisation du bâtiment neuf. Et du coup, ça demande beaucoup plus de ressources, ça demande beaucoup plus d'études, ça demande beaucoup plus de recherche, des choses vraiment sur mesure. Et du coup, c'est pas du tout le but des politiques. Le but des politiques, c'est de livrer un maximum. C'est aussi dû aux différents ministres du logement qui ont imposé leur système de défiscalisation. Du coup voilà, il y avait pas mal de choses intéressantes. Ça parle pas que des grandes villes, puisque là on a l'impression que je parle que de ça, mais ça parle aussi des villes moyennes, des villes périurbaines. C'est assez intéressant, ça essaye de faire le lien aussi entre la campagne et la ville. Ça essaye de montrer que les villes ont perdu un petit peu leur magie, dans le sens où maintenant on voit plus aucun enfant investir les rues. En général c'est plutôt certains parcs, certains espaces assez limités. Il y a énormément de minéralisation des sols, du coup il y a des risques accrus de crues, et du coup voilà, c'était assez intéressant. Moi ça me touche particulièrement parce que je suis revenue habiter en ville il y a maintenant 2 ans, un peu plus de 2 ans, et je bénéficie d'un logement neuf, donc pile poil dans ces programmes de défiscalisation. Après pour le coup, le mien je le trouve vraiment bien, il est bien agencé, même si j'ai retrouvé les défauts qu'on peut lui reprocher qui sont cités dans ce livre, notamment le fait que j'ai une toute petite kitchenette qui est collée contre un mur de mon salon, là où il y a très peu de lumière naturelle. Ma salle de bain n'a pas de fenêtre, mon appartement est cantonné à un seul côté en fait de l'immeuble, il n'est pas traversant, donc ça limite aussi la circulation de l'air. Mais à côté de ça, j'ai une terrasse, j'ai des brises-soleil, je bénéficie d'une isolation qui est quand même vraiment très intéressante puisque je chauffe pas l'hiver, donc ça c'est très cool. Pour l'instant mon loyer est modéré aussi puisque j'avais peu de revenus quand j'y suis entrée, et c'est toujours un peu le cas. Et du coup voilà, mais ça m'a fait prendre conscience en fait que y a quand même des choses à revoir dans ce modèle, il y a quand même des choses à réimaginer. Je vois bien, moi dans mon quartier, il y a beaucoup de travaux, il y a des destructions qui sont prévues pour mettre des immeubles à la place. On a des projets d'aménagement qui prennent énormément de temps. Je vois dans ma ville au sens large, il y a des projets qui font grogner, il y a une volonté de diminuer, voire de supprimer les voitures en centre-ville, et ça parle pas à tout le monde. Il y a pas mal de choses. Je me suis reconnue aussi à un moment donné où il parle de l'avènement du vélo. On en voit partout maintenant. Si vous habitez dans une grande ville, c'est encore plus impressionnant. Vraiment, tout le monde est à vélo. Les vélos cargo, les vélos avec plusieurs places, enfin les vélos transporteurs, enfin il y a vraiment du vélo tout le temps, partout. Et moi, en tant que piétonne, j'avoue, je grogne pas mal parce que les vélos empiètent sur les espaces piétons. Ça devient un peu compliqué en tant que piéton de pouvoir vraiment circuler, puisque d'un côté vous avez les voitures, de l'autre vous avez les vélos, même les trottinettes électriques. Et du coup, je veux pas faire ma vieille aigrie, mais je pense que c'est des choses qui sont intéressantes à envisager, dans le sens où il faudrait faire en sorte que chacun et chacune puisse se déplacer de manière saine, sans danger. Et en fait, ça inclut aussi les personnes à mobilité réduite, puisque du coup, elles sont souvent les grandes oubliées des plans d'urbanisme. Mais moi, je vois certaines rues de ma ville, c'est juste impossible de se balader en béquille ou en fauteuil roulant. Et je pense qu'on n'est pas les pires lotis. Donc voilà, il y a pas mal de choses très intéressantes. Après, en lui-même, le bouquin apporte pas grand-chose. Il fait quelques constats. Je trouve ça un peu ridicule. À chaque fin de chapitre, on a en fait une liste des propositions qui résume exactement ce qu'a dit le chapitre. Mais genre les chapitres font 3-4 pages, une dizaine grand max. Du coup,
c'est un peu nous prendre pour des idiots, je trouve. Les derniers chapitres à la fin, ceux qui parlent de pistes concrètes, sont les plus abstraits pour moi, puisque ça va surtout parler du fait que on a tous les outils en main, il suffit de s'y mettre. Ouais, c'est bien mignon, ça parle de... mais le problème, c'est que l'impact politique, il est énorme, et même si on est censé avoir la voix en tant que citoyen, c'est pas tant le cas que ça. Donc il y a pas mal de choses qui me semblent un petit peu utopiques, et un petit peu déconnectées de la réalité. Après, je suis pas architecte, donc peut-être que je vois pas ce qui se passe en coulisses, mais moi j'ai l'impression que c'était quand même un petit peu de la poudre aux yeux, quoi. Donc voilà. C'était intéressant, ça m'a fait réfléchir à pas mal de choses sur mon rapport à la ville, sur ma manière d'envisager aussi ma vie à la ville. Mais c'est vrai que j'ai trouvé ça peut-être un peu trop superficiel, et sur la fin un peu trop abstrait. Ça reste intéressant, et je pense que c'est bien que ça existe. C'est bien qu'on puisse en prendre conscience. Et c'est vrai que ça brosse un portrait parfait de l'avenir de la ville, avec des réhabilitations, avec de la végétalisation, avec des espaces communs qui remettent la communauté vraiment dans le sens social, solidaire, au cœur des préoccupations, au cœur des quartiers. Je trouve ça très intéressant, ça me porte, c'est pas un souci, mais j'ai vraiment beaucoup de mal à voir comment est-ce qu'on peut mettre ça en place. Et comme la ville est quelque chose qui paraît presque un peu immuable, puisqu'on est sur des bâtiments qui ont souvent quelques dizaines d'années, c'est des structures qui sont très lentes à bouger, donc je sais pas s'il y a vraiment... Enfin, je sais pas si c'est un peu trop optimiste de se dire qu'à l'horizon 2050 on aura changé les choses. Je pense que ça l'est, hein, on va pas se mentir, moi je suis une pessimiste de nature. Mais du coup voilà, ça propose des trucs, ça propose surtout une réflexion, et j'ai trouvé ça intéressant. C'est absolument pas exhaustif, mais ça prétend pas l'être. Et voilà, donc c'était un petit livre qui m'avait fait envie sur le moment, et je suis assez contente de l'avoir lu. Et là maintenant, je vais du coup changer complètement de bord, puisque maintenant que je vous ai dit que je vivais à la ville et que j'aimais ma vie à la ville, je vais lire le petit traité du jardin punk, qui m'a attirée surtout par son titre, mais aussi parce que je pense que c'est pas mal de voir un peu ce qu'on peut faire dans les jardins et dans les parcs, peut-être potentiellement aussi dans les endroits urbanisés. Je vais le découvrir en lisant, et j'ai hâte de voir ce que ça donne. Je pense que ça va me donner envie d'avoir mon jardin, ça va être un petit peu compliqué du coup, mais voilà, donc je me lance tout de suite. J'ai fini Petit traité du jardin punk de Éric Lenoir, et j'ai été assez surprise. Je m'attendais, je sais pas pourquoi, à un genre de traité sur la permaculture. Je sais pas pourquoi je m'étais mis ça en tête, alors qu'en fait non, on va parler surtout de jardins et de zones délaissées dans les zones urbaines, périurbaines et rurales. Ça peut aussi s'appliquer à des terrains qu'on a, à son propre jardin, mais ça peut s'appliquer à des espaces communs qui ont été abandonnés. L'auteur a grandi dans une cité HLM en région parisienne, et en fait, depuis tout petit, il a été très intéressé par ces espaces urbains et ces espaces verts qui sont du coup souvent assez mal pensés, et qui du coup ne correspondent pas vraiment aux usages des habitants. Et en fait, avec son métier de paysagiste, il a voulu s'intéresser à des choses un peu plus organiques, on va dire, et il s'est rendu compte que on avait toutes les ressources pour faire des jardins punk, qui vont du coup totalement à l'encontre des jardins à la française et à l'anglaise, qui sont très taillés au cordeau, avec des essences rares, des essences souvent exotiques, pour apporter une harmonie, des couleurs, etc. Là, le jardin punk, ça va surtout se préoccuper d'essences plutôt locales, d'espèces locales. Ça considère qu'il n'y a pas de mauvaises herbes, c'est que des herbes qui poussent là où on veut qu'elles poussent ou pas. Et du coup, ça remet un petit peu en considération tout ce qui est écosystème, biotope. C'était vachement intéressant, j'ai bien aimé. Ça permet de voir un peu comment on a vraiment restreint un petit peu les limites de l'écosystème, avec notre manière de faire qui est toujours très dans
dans la maîtrise, alors que là en fait l'idée ça va vraiment être de laisser faire la nature, de lui donner un petit coup de pouce mais de la laisser faire. Et du coup le coup de pouce ça va être de trouver des ressources pas chères, de faire du réemploi, de mettre en place ce qu'on appelle du compost ou la décomposition de bois et de rameaux. Ça va être faire en sorte que les espèces se correspondent entre elles, qu'on ait un couvert végétal, qu'on ait vraiment des arbres, qu'on ait voilà. Et je trouvais ça très intéressant. L'auteur invite un petit peu à s'affranchir, on va dire, de certaines réglementations, même si il est tenu de ne pas le dire, donc il le dit de manière un peu détournée. Il a quand même, il a des propositions assez sympas, j'ai bien aimé. Je trouve que ça sort un peu du cadre, ça permet de remettre vraiment les écosystèmes au centre de la réflexion, l'écologie aussi, savoir qu'est-ce qu'on a fait de mal ces dernières années et comment on peut faire pour que ça s'améliore. Bref, c'était vraiment chouette. Le seul petit problème que j'ai, moi, forcément, par rapport à ce qu'il explique, c'est que notamment ces jardins punk, il n'y a aucun chemin viabilisé. Du coup, ça peut poser problème d'accès pour les personnes à mobilité réduite. Il y a aussi cette idée de, comme c'est beaucoup de graminées, de saules, d'arbres locaux, il peut y avoir aussi des problèmes d'allergie. Ça donne la part belle aux insectes parce qu'on en a besoin, mais du coup, voilà, s'il y a des allergies aux insectes, ça peut être, ou des phobies, ça peut être un petit peu compliqué. En fait, l'idée, c'est vraiment d'arrêter de maîtriser et de laisser la nature faire les choses, et du coup, forcément, la nature, elle vient avec des inconvénients. Mais en dehors de ça, j'ai trouvé ça très chouette. L'ouvrage est très court et il intègre des photos. Donc là, par exemple, c'est la ville de Pipriat, qui est là où... c'est la ville qui était située à côté de Tchernobyl. Et là, en fait, il explique comment la nature a repris ses droits dans une zone complètement radioactive. Mais il parle pas que de ça, il parle aussi de comment, de choses qu'on peut faire, donc un trou dans une haie pour ouvrir sur un autre paysage. Il parle de la faux, il parle beaucoup des outils manuels, le fait de revenir sur des outils manuels. Et bref, c'est assez intéressant. Je trouve que, alors ça touche à pas mal de choses sans jamais trop creuser, parce que ça rentre dans l'idée en fait du jardin punk, c'est qu'il n'y a pas de mode d'emploi. L'idée c'est de tester des choses, de discuter avec les locaux, d'apprendre à faire communauté, d'expérimenter et de trouver petit à petit des espaces qui sont plutôt agréables. Et lui-même, du coup, il a un jardin expérimental qui s'appelle le Flérial, pardon. Et du coup, il met une petite photo de ce que ça peut donner comme jardin. Donc c'est très drôle parce que moi qui me balade beaucoup dans la nature, pour moi ça c'est une prairie. Et en fait non, c'est un jardin. Mais ça ressemble beaucoup à ce qu'on peut retrouver des espaces qui sont presque sans intervention humaine en fait, et qui retrouvent du coup toute la variété de plantes qu'on peut avoir. Donc il y a des hautes herbes, il y a des arbustes, il y a pas mal de choses. Et ça c'est super bien, non seulement pour la faune locale, mais aussi pour la flore. Donc voilà. C'était intéressant, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi bien. Ce sera pas un coup de cœur non plus, mais c'était chouette de faire cette découverte, donc plutôt cool. Et du coup, il est 19h30. Et il me reste mon dernier livre, qui est Les étoiles s'éteignent à l'aube, de Richard Wagamez, et c'est traduit par Christine Raguet. C'est un roman il m'a été conseillé par un ami de la famille il y a 10 ou 15 ans. Je l'avais un peu mis de côté. Je crois que j'en ai entendu parler il y a pas si longtemps que ça. Je me demande si c'était pas Margorito qui en parlait dans une vidéo ou sur son Discord. Et du coup, ça me donne très envie. Il fait un peu plus de 300 pages et il va m'amener du coup à la fin de mes 1000 pages. J'avoue que j'aurais peut-être pas dû le garder pour la fin parce que là je suis un peu fatiguée, j'en ai un peu marre. J'ai lu beaucoup, je pense que c'était pas la meilleure manière de faire, mais bon c'est pas grave. Du coup je vais quand même me lancer, je vais le finir ce soir, je sais pas encore à quelle heure, et puis on se retrouve à la fin de ma lecture. Bon, j'ai échoué.
Je me suis endormie à la page 42 hier soir à 21h et du coup je n'ai pas réussi à faire mon week-end à 1000 pages. C'est pas grave, c'est le but d'un défi, c'est de savoir si on va réussir ou pas et je pense que j'étais un peu ambitieuse. J'ai eu des mauvaises nuits, j'ai pas beaucoup dormi et du coup voilà, ça n'a pas joué en ma faveur. Je pense que vraiment honnêtement 7 livres c'était trop. Même si c'était des petits livres, ça demande quand même de s'investir dans la lecture de chacun. Et je pense que ça doit être quand même plus simple de lire 1000 pages en un week-end quand c'est un seul livre ou deux grand maximum. Donc je saurai ça pour la prochaine fois parce que je compte bien recommencer, réessayer en tout cas et essayer d'aller jusqu'au bout de ce défi, mais du coup pas cette fois-ci. Par contre, ce que je peux vous proposer, c'est de faire un petit tour avec moi sur tous les livres que j'ai décidé de sortir de ma pile à lire parce que du coup ça m'a permis quand même de pas mal réfléchir aujourd'hui à tout ça, au fait qu'il y a des livres qui traînent vraiment depuis très longtemps que j'ai vraiment pas envie de lire en fait, et je pense que du coup c'est pas mal qu'on fasse un petit tour là-dessus. Peut-être que je les lirai dans un futur plus ou moins proche, peut-être que je les lirai plus jamais, je ne sais pas, mais j'ai besoin en fait mentalement de faire un tri, d'enlever ceux qui me donnent vraiment le moins envie. Du coup je me suis occupée de ça aujourd'hui et on voit ça tout de suite ensemble. Je commence par La vie sexuelle des super-héros de Marco Mancasola. Je l'ai ajouté à ma pile à lire il y a quelques mois. Je l'avais trouvé dans le dressing Vinted d'une fille chez qui j'avais acheté un autre livre. Et c'était un livre que je voulais lire il y a 10 ou 15 ans parce que le titre m'avait intriguée et j'avais une copine qui l'avait lu, qui l'avait bien aimé. Mais en fait, je pense que j'ai dépassé ce stade et j'ai beau le regarder, j'ai pas envie de me plonger dedans. Et du coup, je pense qu'il va rejoindre la liste des livres que je n'ai pas envie de lire. Et du coup, je vais sûrement le donner. Ensuite, on a le livre qui est depuis le plus longtemps dans ma pile à lire. Je sais toujours pas si je vais le garder dans ma bibliothèque ou pas, mais en tout cas, je suis sûre que je veux pas le lire, donc je vais le mettre de côté jusqu'à peut-être ma retraite. C'est La Divine Comédie de Dante. Déjà, je suis pas très fan de poésie de base, et savoir que voilà, c'est écrit uniquement en vers, ça va me gonfler un petit peu. C'est un livre qui est énorme, qui est assez exigeant, je pense, et c'est pas un livre que j'ai envie de lire très rapidement. Je sais que cet exemplaire est dans mes bibliothèques depuis 2018. On est en 2026. J'ai envie de vous dire, si je le lis pas maintenant, je le lirai probablement pas dans les 8 prochaines années non plus. Donc je pense que voilà, ça va être soit il reste dans ma bibliothèque mais je le sors de toutes mes piles à lire, soit il va rejoindre la liste des livres que je donne. Je sais pas encore, mais en tout cas, je le retire de ma palle officiellement. Ensuite, on a Sisters Red de Jackson Pearce. C'est un livre young adulte que j'ai choisi à la vente des bibliothèques de ma ville. C'était une vente qui a eu lieu l'année dernière. Ils ont fait un vide de tout leur... enfin, un espèce de tri de tout leur stock et du coup, ils avaient mis des livres à vendre. C'était 1 ou 2 € à chaque fois. Enfin bref, c'était vraiment pas cher. Et en fait, ce livre-là, je l'ai pris parce que je me demandais s'il était adapté pour une lectrice de 10 ans. Mais en fait, vu comme je suis de moins en moins enthousiaste à l'idée de lire du young adulte et que j'ai pas très envie de lire celui-là, je pense qu'il va partir et être donné parce qu'il fera sûrement le bonheur de quelqu'un d'autre et ce quelqu'un d'autre n'étant pas moi. Ensuite, on a Lemon de Kwon Yoo-soon. J'ai pas trop d'explications. Alors, c'est un livre que j'ai récupéré d'une copine qui faisait du tri dans ses livres. Et du coup, celui-là m'intéressait, donc je l'avais choisi. Mais ça doit faire 2 ans maintenant que je l'ai et je me suis toujours pas plongée dedans. J'ai l'impression que ça va être un petit peu un thriller, mais pas un thriller... je sais pas comment expliquer, mais je pense que je vais être déçue. Et du coup, j'ai pas très envie de me lancer. Donc, je pense que je vais pas non plus regretter de pas me lancer. Donc voilà, si jamais j'ai envie de le tenter un jour, je pourrais toujours le faire. Mais pour l'instant, il va partir en même temps que les autres. Ensuite, on a... Alors ça, c'est... Là, je suis un petit peu... pas en colère contre moi, mais...
c'est Payerali de Miana Bayani. C'est un livre qui d'abord a été auto-édité et qui maintenant est aux éditions Relisha. C'est l'histoire en fait d'une jeune femme hijabi qui fait de la boxe il me semble et voilà, qui va vivre aussi une histoire d'amour. J'aurais vraiment aimé le lire, ne serait-ce que pour le fait que ce soit une romance halal, pour le fait que ce soit une romance avec une personnage hijabi. Mais en fait, j'ai de plus en plus de mal avec la romance contemporaine et du coup, c'est pareil, ça fait 2 ans qu'il traîne dans ma pile à lire et j'ai pas très envie de le lire. Donc, j'ai rien contre l'autrice, j'ai rien contre l'histoire, c'est juste que je sens que ce serait pas lui faire justice que de le lire maintenant. Donc, je pense que je vais m'en séparer. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. J'espère qu'il trouvera son public parce que je suis persuadée que c'est un très bon livre. Mais moi, à ce moment de ma vie, je sens que c'est pas pour moi. Donc je préfère le mettre de côté. Je rajoute aussi Capitalisme Gore de Sayak Valencia, qui est une militante mexicaine qui parle du coup du capitalisme et comment il a infiltré les différentes couches de la société au Mexique et notamment la violence qu'il impose avec les cartels, les mafias, etc. etc. Je sais que, alors c'est pareil, je l'ai récupéré d'une amie qui m'a dit qu'il était assez exigeant à lire. Et en fait, il y a une part de moi qui se dit que je sais déjà les dérives du capitalisme et je sais pas si j'ai très envie de me replonger là-dedans. Je sais pas comment dire. Alors effectivement, un essai c'est toujours intéressant puisque ça apporte des faits, ça apporte une autre manière de voir les choses. D'autant plus dans une société mexicaine que moi je ne connais pas du tout. D'autant plus qu'il me semble que l'autrice est en plus transfemme, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Et en fait, le truc, c'est que je suis persuadée que sa manière de voir les choses est très intéressante et qu'il faudrait que je me lance. Mais il y a une part de moi qui a du mal à me lancer, qui a du mal à vouloir en rajouter, en fait. Donc, même si ça avait l'air super intéressant, je pense que je vais le mettre de côté. Et enfin, alors celui-là, c'est assez drôle parce que vous vous souvenez sans doute que si vous avez vu toutes mes vidéos, j'ai lu le tome 1 de cette série. Je l'avais apprécié, du coup j'avais acheté le tome 2 rapidement, sauf que je ne l'ai pas lu tout de suite. Et en fait c'est Fleur d'Oko de Laetitia Danae, donc le tome 2. Et là en fait c'est ce que je vous disais, déjà j'ai oublié le tome 1, donc ça c'est un peu... Voilà, j'ai oublié le tome 1 donc ça veut dire qu'il faudrait que je le relise et en fait c'est du young adult et j'ai un peu la flemme de lire du young adult en ce moment. J'essaye vraiment de me séparer de ça. Je sais que la seule trilogie qu'il me reste en young adult c'est une trilogie dont j'ai adoré, mais quand je vous dis adoré c'est vraiment adoré le premier tome, c'est Legendborn de Tracy Deonn. Et donc ça, c'est une série que j'ai envie de terminer. J'attends le tome 4 pour pouvoir me relancer dedans parce que je sais qu'il faut que je relise le tome 1 et j'ai pas envie de devoir relire à chaque fois la trilogie. Voilà, donc le tome 4 est prévu en 2027, donc en fait je vais attendre. J'ai les livres de mon côté, je vais attendre qu'ils sortent pour pouvoir lire la série en entier. Mais en attendant, Fleur d'Oko, ça fait partie des livres young adult que j'ai un peu la flemme de lire. En vrai, je crois que je m'en fiche un peu de connaître la fin de l'histoire puisque de toute façon j'ai oublié le premier tome. Donc pareil, je pense qu'il fera plus d'heureux et d'heureuses que moi, donc il va partir en même temps que les autres, probablement chez Emmaüs. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce week-end à 1000 pages? C'était intense, ça m'a permis quand même de libérer pas mal de place dans ma pile à lire avec 6 livres lus au total, donc c'est pas si mal. Je vous mettrai le calcul du total des pages parce que là je l'ai pas et du coup je ferai ça au montage. Je vous mettrai le nombre de pages que j'ai lues au total dans ce week-end. Et puis du coup voilà, le unhaul qui a suivi, qui m'a permis de réfléchir un petit peu aux implications de cette palle et de savoir comment faire pour la suite. Et maintenant, je vais pouvoir continuer mes lectures. Enfin, là, j'ai encore une dernière semaine très intense qui m'attend, avec un événement notamment qui va me demander beaucoup beaucoup de mois. Donc je vais repousser un petit peu toutes mes obligations, on va dire, et peut-être probablement sûrement lire uniquement de la fanfic parce que j'aurai besoin de déconnecter mon cerveau. Et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Je sais pas encore ce que ce sera, mais je vous assure que je reviendrai. Et je finirai Les étoiles s'éteignent à l'aube de Richard Vagamès parce que
Les 42 premières pages m'ont vraiment beaucoup plu, c'est juste que la fatigue a pris le dessus. Donc je finirai ce livre et je vous en reparlerai une prochaine fois. Et en attendant, je vous souhaite de prendre soin de vous. Salut!